Écoutez, nous y sommes. Shadow of the Tomb Raider, le dernier volet de la saga. Tomb Raider 2013 était très sympa, même s'il était un peu con, il arrivait bien à renouveler la franchise et à lancer la nouvelle trilogie. Rise était vraiment super bien, on sent que la formule a été retravaillée par rapport à celle de 2013, et on voit que le scénario tente de nous emmener dans une nouvelle direction. Mais du coup, que vaut Shadow? Comment se terminent les nouvelles aventures de Lara Croft? Eh ben on va voir ça. Comme d'habitude, on est tout de suite plongé au cœur de l'intrigue puisque le jeu s'ouvre sur le crash d'un avion et oh putain Jonah. C'était des blagues quand je disais que je l'aimais pas, je vous souhaite pas non plus des malheurs. D'ailleurs, ça m'a toujours fait marrer les ceintures dans les avions qui ont l'air moins robustes que celles de mon Peugeot 3008. En mode, ça c'est censé me sauver la vie. Après ça, petit flashback et on se retrouve au Mexique pendant la fête des morts. Là, on apprend que Lara et Jonah espionnent le docteur Dominguez, l'une des têtes pensantes des Trinitaires. L'organisation serait à la recherche d'une clé et de la mystérieuse cité perdue de Paititi. Attendez, mais il y a combien de cités perdues au juste? Ils nous ont déjà fait le coup au jeu précédent. Après avoir recueilli des informations, Lara et Jonah en déduisent que Paititi devrait se trouver quelque part au Pérou. T'as quoi ça c'est une carte de l'Amérique du Sud, wesh. Regarde, Jonah, sur cette carte, on est juste ici, dans le Brésil. Après ça, on part explorer un mystérieux temple dans lequel Lara trouve une sorte de dague. Elle comprend que Dominguez cherche lui aussi cette dague ainsi qu'une boîte en argent afin de pouvoir invoquer Kukulkan, le dieu maya de la création, et ainsi refaire le monde à sa sauce. Ouais, j'ai crampé, le méchant dans Naruto, il a à peu près le même plan. Pour pas que les Trinitaires mettent la main dessus, Lara s'empare de la dague, mais quelque chose de bizarre se passe. Arrivé en dehors du temple, les Trinitaires nous arrêtent et on a le droit à notre première confrontation avec Dominguez et son bras droit Rourke. Dominguez nous apprend qu'en s'emparant de la dague, Lara a déclenché l'apocalypse et qu'une série de catastrophes va s'abattre sur le monde. Du genre séisme, tsunami, érection volcanique, Jordan Bardella Premier ministre, vraiment je vous le dis, vous voulez pas voir ça. Et là, c'est la merde, un tsunami s'abat sur nous, Lara est emportée par les vagues, la ville est détruite et y a même un enfant qui meurt. Attends quoi? Y'a un gosse qui die? Première cinématique? Et bah, ça rigole pas, hein, c'est costaud l'apocalypse. On retrouve Jonah et une embrouille éclate. Lara voudrait se mettre tout de suite en route vers Paititi afin de stopper les Trinitaires, alors que lui voudrait rester pour aider les survivants de la catastrophe. Bon, après l'engueulade est vite réglée puisque Jonah nous accompagne quand même au Pérou. Non, vraiment, il est très conciliant le mec. À partir de là, vous connaissez la suite, la tempête, Jonah qui se fait la malle, l'avion qui se crache et nous voilà perdus au beau milieu de la jungle péruvienne. On se met en route pour rejoindre Jonah et pour ça on va devoir passer au travers du territoire des jaguars. Et je trouve ça bien que la saga recolle à cette vieille tradition des jeux Tomb Raider de flinguer des espèces en fin d'extinction. C'est ce moment-là qui permet d'introduire une nouvelle fonctionnalité du jeu, le crafting. En gros, maintenant, en plus de l'arbre de compétences qu'on peut faire évoluer, on peut aussi aller flinguer des animaux dans la forêt, les dépecer et se fabriquer un nouveau slip avec leur peau. Ces nouveaux équipements nous donnent différents bonus, que ce soit en infiltration, résistance, etc. Après, le jeu reste facile, hein, même en difficulté max, j'ai rushé à travers les ennemis sans trop de difficultés. Ouais, j'ai pas de copine, et alors? Enfin bref, on retrouve Jonah et il se fout de ma gueule. Il est même pas sale. Et là, il va essayer de me faire croire qu'il a galéré. Bon, il a quand même réussi à se choper un sale parasite. Il y avait ça sous sa peau. Je me cut dessus, hein. Après ça, on a le droit à un flashback plutôt cool de l'enfance de Lara, on y voit même en Croft pour la première fois. La scène est vraiment bien, je vais pas trop la spoiler du coup. Elle nous permet de comprendre les problèmes que traversait la famille avant le décès des parents, le tout en explorant le mythique manoir Croft qui fait peine à voir pour le coup. C'est une métaphore de la famille. La maison en ruine représente à la fois les soucis financiers du père et les liens familiaux qui s'effritent. Finalement, on débarque à Coaquiacu, une ville péruvienne au milieu de la jungle. On y rencontre Abby, une habitante du coin, ce qui permet à Jonah de très vite oublier pourquoi on est là. Vous avez déjà essayé le ceviche local? C'est notre spécialité. Faudrait trouver du poisson dans la jungle. Vous avez raté notre célèbre arbre à poissons. On peut rester concentré 2 minutes parce que c'est quand même la fin du monde qui est en jeu. Heureusement, Abby reste focus et nous donne un tuyau pour trouver l'entrée de Paititi. Comme on ne peut pas compter sur Jonah, Lara décide de le laisser au bar, ce qui a l'air de faire très plaisir à Abby. Sur le chemin, on se rend compte que les Trinitaires ont déjà pris le contrôle de la ville et qui se font passer pour des membres du culte de Kukulkan. On rencontre aussi Unuratu, la reine de Paititi, qui décide de nous faire confiance dans sa guerre contre les Trinitaires. On retrouve aussi Jonah qui a réussi à se faire capturer, mais même boire des bières il y arrive pas. Là, Unuratu nous explique un peu plus de quoi il en retourne. En gros, un sacrifice doit être fait au dieu Kukulkan afin de recharger le soleil et d'éviter la fin du monde. Normalement, c'est elle qui doit s'en charger, sauf que Dominguez veut prendre sa place afin de refaire le monde à sa sauce, c'est-à-dire en protégeant Paititi des assauts du monde extérieur, en supprimant le monde extérieur. Après, il a raison, on mérite un peu. On apprend aussi que Dominguez s'appelle en réalité Amaru, qu'il est né à Paititi, et que c'est même le frère du mari mort de Unuratu. On doit donc empêcher Dominguez de mettre la main sur la boîte. Pour ce faire, on doit aller dans un temple pour trouver une clé, puis dans un autre temple pour aller chercher la boîte. Attendez, mais c'est le 3e temple depuis qu'on est là? En vrai, le scénario est bien moins fluide que dans les premiers, ça donne vraiment l'impression d'une succession de donjons un peu artificielle. Mais bref, on se met en route pour aller chercher la boîte, et pour ça, Lara décide de passer à travers le repère des Trinitaires. Dans la mêlée, Unuratu se fait capturer, mais le plus important c'est que Lara puisse continuer sa mission. Oh non, elle a fait non avec la bouche comme ça, genre non.
Ne t'arrête pas pour moi. Et bien sûr, Lara qui sait lire sur les lèvres en aztèque à 8 km de distance. Dans notre quête de la boîte, on passe au travers du territoire des Yaxil, une sorte d'orque tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. On est d'ailleurs confronté à leur chef et... Alors là, pour le coup, il va vraiment falloir rester avec moi jusqu'au bout. Pourquoi ils l'ont rendue bonne? Ça se voit qu'ils ont essayé de la rendre moche en lui mettant des cicatrices sur le visage, mais au niveau des formes, ils se sont régalés, les salauds. Si vous voulez rendre un personnage moche, allez-y à fond. Là, c'est juste ridicule. Sérieusement, toute la scène vise à la montrer comme terrifiante et monstrueuse. Sauf que là, ça marche pas du tout. Et c'est pas moi qui suis en train de péter un câble, je vous rappelle que ses potes ils ressemblent à ça. C'est des Falmer les mecs, elles jurent un peu au milieu. Et venez pas me raconter que c'est censé être un reflet de Lara ou je sais pas quoi parce que ça n'a rien à voir. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont pas allés au bout du projet. Je sais pas si c'est par malveillance pour pas braquer les geeks puants option t-shirt de groupe de métal et réplique de Kaamelott, mais c'est juste dommage. Il y a quand même de gros puceaux qui arrivent à dire que la nouvelle Lara est moche. Alors soit ils ont jamais vu de femme en vrai, soit faut qu'ils me donnent l'adresse de là où ils traînent parce que franchement je veux en être. Alors que c'est pas compliqué de faire des personnages moches, regardez Jonah. Enfin bref, on arrive à l'emplacement de la boîte, mais surprise, elle n'y est pas. Sur le chemin du retour, on décide quand même de faire un détour pour sauver Unuratu, l'occasion d'assister à une confrontation entre la reine et Dominguez, histoire de se rendre compte que le mec n'a aucune répartie. Tu vas et tu viens, comme si ta vie ici n'avait pas d'importance. Oui. Bon bah bien joué mec, c'est très très chaud hein, ce que tu viens de nous offrir. À ce moment-là, Dominguez nous lâche l'info que la boîte a été volée par Andrés Lopez, un missionnaire espagnol du XVIIe siècle, et qui n'arrive pas à remettre la main dessus. On va pour sauver Unuratu, qui décide de nous conduire vers la tombe du dernier empereur de Paititi, voir si on peut pas y trouver quelques infos. Et là, miracle, Lopez a laissé une petite énigme pour nous guider vers l'endroit où il a caché la boîte. Il est vraiment très malicieux ce petit bonhomme pour nous laisser une carte au trésor. Sauf que là, catastrophe, les hommes de Dominguez débarquent, s'ensuit une confrontation avec le commandant Rourke. Je sais pas pourquoi je sens bien que la reine va se faire planter. Elle va... Allez. Après ça, on décide de retourner à Kwakiaku pour enquêter sur la boîte, sauf que sur le chemin, on tombe dans une embuscade des Trinitaires, durant laquelle Jonah se fait encore capturer. En vrai, tout ce passage est vraiment cool, en plus il met beaucoup plus l'accent sur l'infiltration que le reste du jeu. Finalement, on décide d'aller sauver Jonah en attaquant une raffinerie un peu plus loin, et... Hop, 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 hop. Mais bien sûr que j'ai reconnu la référence à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Au cas où vous l'avez oublié, j'ai toujours un master de cinéma. Finalement, on retrouve Jonah qui sort vraiment de nulle part. Non mais regardez-moi ce mec là, il est toujours pas sale en plus. Jonah et Lara tentent encore une fois de décrypter l'énigme de Lopez. Un genre de calice. Un calice, ça fait pas très Maya. Gros con, va. Le serpent dans le calice, c'est le symbole de Saint Jean. On cherche un lieu saint. Catholique. Le Vatican. Enfin bref, ils comprennent que la boîte se trouve dans une église pas loin d'ici. Et on dit tous merci à Abby pour le trajet. Vous l'aviez oublié, hein? Moi aussi. Pour le coup, tout le passage dans la crypte est plutôt cool, les énigmes sont vraiment pas mal et le décor est génial, il y a une vraie ambiance. D'ailleurs, on apprécie l'effort de Lopez d'avoir construit toute une cave avec des systèmes de redstone pour protéger son trésor. Genre le type il s'est pris pour Barbe Noire. En plus, ce passage permet vraiment de changer d'air par rapport à tous les temples mayas qu'on s'est tapé depuis le début. C'est l'un des gros défauts de Shadow, on tourne un peu en rond au niveau décor. Dans Tomb Raider 2013, on enchaîne entre les vieilles tombes japonaises et les bâtiments construits par les hommes de Mathias. Ça permet de varier un peu et surtout ça aide à raconter l'histoire. Tous les bâtiments du père Mathias sont construits en morceaux de bateau parce que ce sont des naufragés. Dans Rise, c'est pareil, on alterne entre les ruines orthodoxes du peuple de Jacob et des anciens bâtiments soviétiques investis par les Trinitaires. Et encore une fois, c'est logique. Les Trinitaires, c'est une milice en opération, du coup ils dressent leur camp là où c'est le plus pratique pour eux. Dans Shadow, l'immense majorité du jeu se passe dans des ruines mayas, et franchement, à la longue, ça saoule. Surtout qu'on a le droit à tous les classiques clichés à la Indiana Jones et compagnie. Ils ont quand même réussi à nous mettre une fosse au serpent. Non mais attendez, comment ça marche? Genre y a un type qui vient les nourrir, il y a un roulement avec les serpents, ils ont fait de la permaculture, j'en sais rien, expliquez-moi. Enfin bref, au final on trouve la boîte, sauf qu'en sortant de la crypte, on tombe une nouvelle fois sur les Trinitaires qui nous avaient suivis jusque-là. Lara décide de leur donner la boîte pour sauver Jonah, et on a le droit à une nouvelle confrontation avec Dominguez. On apprend à ce moment-là qu'il était proche de Papa Croft, et que c'est lui qui a ordonné son assassinat. On a aussi le droit à un moment de bravoure de Jonah qui tente de sauver la mise, mais bon, comme c'est Jonah, ça marche pas. Non mais regardez-le partir comme une victime. Après, il a essayé, hein, il y en a beaucoup ici qui auraient pas osé. Après ça, on rentre à Paititi et il est déjà l'heure de mettre en place le plan pour la confrontation finale. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il demande son avis à Lara, parce que c'était son idée de passer par la base des Trinitaires pour aller récupérer la boîte. C'est à cause d'elle qu'Unuratu elle est morte. Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, je sais même pas pourquoi on parle de ça, puisque le plan il sera pas suivi une seule seconde. Sur le chemin, on recroise la Dame des Grottes, Lara comprend qu'il s'agit de la divinité censée accompagner la personne choisie lors du sacrifice, et elle réussit à la convaincre de se joindre à nous pour vaincre Dominguez. Après ça, Rourke meurt dans une cutscene de 16 secondes. Ouais, vous avez vraiment le dépioté, quoi. Ça valait vraiment le coup de nous le vendre pendant tout le jeu. On arrive encore pile à temps pour interrompre le rituel, ça part en bagarre, on tue Dominguez qui utilise son dernier souffle pour nous permettre de protéger Paititi, ce que Lara accepte.
Et ça, c'est vraiment super sympa. Sauf que là, c'est le malaise. Comme Onuratu n'est pas là, Lara comprend que c'est à elle de se sacrifier pour recharger le soleil. Elle accepte finalement son sort, ce qui nous donne un nouveau flashback durant lequel Lara fait finalement son deuil en acceptant de ne pas utiliser le pouvoir de la boîte pour ressusciter ses parents. Après ça, on assiste aux funérailles d'Onuratu et bah ça a l'air d'aller mieux là. Tranquille le sacrifice. Donc au final, tout est bien qui finit bien, Jonah nous apprend qu'il va rester encore un peu au Pérou histoire de continuer son flirt avec Ivy. Mais si, vous voyez, la meuf avec les cheveux courts, l'arbre à poisson, enfin vous voyez. Après ça, Lara rentre enfin en Angleterre pour prendre la tête de la famille Croft. Et c'est comme ça que se termine la Survivors Trilogy. Comme d'habitude, on a pas mal de choses à dire. Déjà, à commencer par le positif, le jeu est toujours aussi sympa à jouer. La formule qu'ils ont mis en place marche toujours aussi bien et c'est très agréable de progresser dans le jeu. En plus, ils ont tenté 2-3 ajouts pour renouveler le tout. On a déjà parlé du craft, mais ils ont aussi ajouté un système de marchand pour vendre ce qu'on ramasse. Et en plus, Lara maintenant elle sait nager. C'est pas forcément des trucs dingues à chaque fois. J'ai vu beaucoup de gens se plaindre que le jeu ressemble beaucoup à ce qui a été fait avant, mais je pense pas que ce soit mal. Bon d'accord, la formule est très classique, mais elle est suffisamment bien exécutée pour pas que ce soit gênant. C'est comme une bonne calzone ou une délicieuse 4 fromages, ça fait toujours plaisir. Pour rester dans le positif, j'aime beaucoup Amaru. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Rise, mais les méchants c'est vraiment un grand point fort de cette nouvelle trilogie. Bien sûr, Dominguez est un assassin, mais il le fait pas juste pour prendre le pouvoir et satisfaire son ego. Il propose même à Onuratu de rester reine après qu'il ait refait le monde. Tout ce qui lui importe c'est de protéger son monde à lui, et ça peu importe les moyens. On pourrait aussi remettre une couche en reparlant de la mise en scène qui est franchement très bien, mais ça je préfère vous le laisser découvrir en jouant. Ça c'était pour le positif, après pour rester honnête avec vous, c'est pas mon Tomb Raider préféré. On va pas forcément repasser sur tout ce que j'ai déjà dit dans la vidéo, les décors répétitifs, l'enchaînement de donjons un peu chiant sur la fin, parce que là-dessus en vrai je pinaille, c'est pas ultra grave non plus. Parmi ce qui m'a le plus dérangé dans le jeu c'est quand même les bugs. Je sais pas si ça vient de mon jeu ou si c'est pareil pour tout le monde, mais ça m'a bien sorti du truc. Déjà la hitbox des plateformes est plutôt permissive, ce qui rend certaines phases de saut vraiment mystiques. Et à ça, faut aussi rajouter les bugs de lumière et tout un tas d'autres choses qui ruinent un peu l'immersion. Bah, ils sont passés où tes cheveux, Jonah? Y a pas sa queue de cheval? Putain, ça me dégoûte pour toi, Jonah. Et quelle vicie t'as attrapé d'un coup? Et franchement, faut qu'on parle des cinématiques, des DLC, des quêtes secondaires, parce que vraiment, elles puent la flemme. Déjà, la plupart du temps, elles se résument à des champs contre champs interminables, ça n'en finit pas. Vraiment, là, la quête, c'est juste aller chercher une meuf qui est tombée dans un trou. Pourquoi ça jacasse autant? Casse-toi de là! Et en plus, c'est bugué, alors là... Bon, c'était qui celui-ci? Ah d'accord, bon bah... Je crois rêver. Hein. À côté de ça, on peut aussi rajouter le fait qu'ils ont eu la flemme de modéliser certains objets de quêtes secondaires, et là c'est vraiment le pompon. D'accord, ça reste des DLC, des quêtes secondaires, mais c'est dommage de finir comme ça. Tant qu'on parle de finir, je trouve que le jeu conclut assez mal la saga. D'un côté, c'est cool, parce qu'on voit la fin du développement de Lara. Elle finit sa transformation en pieuse de tombe, elle fait enfin le deuil de ses parents, elle conclut les recherches de son père, tout ça c'est très cool. Mais pas mal de questions restent en suspens. D'accord, Dominguez est battu, mais c'est quoi la suite pour les Trinitaires? Parce que rien n'indique que Dominguez était vraiment le chef. Mais du coup, l'organisation, elle continue d'exister. Et c'est pareil du côté de Lara, parce qu'elle termine quand même le jeu en disant qu'elle veut se consacrer aux vivants. Mais de qui elle parle? Parce que tout son entourage est soit mort, soit perdu en Amérique du Sud. La seule qui est encore là, c'est Sam, mais elle est toujours portée disparue depuis le Yamatai, je vous rappelle. Après, je vous parle de ça, mais je sais très bien que vous allez me répondre qu'il suffit de lire les comics. Sauf que le problème, c'est que 1, je sais pas lire, 2, je m'en fiche, je veux que l'histoire des jeux, elle se termine dans les jeux. Et 3, je viens de réaliser que je sais pas non plus compter. J'ai l'impression qu'ils ont tenté de rendre les jeux compréhensibles indépendamment les uns des autres. D'un côté, c'est très bien parce que ça les rend accessibles aux nouveaux joueurs, mais d'un autre côté, ça retire pas mal le côté continuité et saga. En vrai, la saga a beau avoir plein de défauts, bah j'ai quand même adoré. Enfin bref, c'était vraiment très cool cette Survivors Trilogy. On a une nouvelle interprétation du personnage de Lara que j'ai personnellement beaucoup aimé. Je trouve ça bien de se focaliser sur comment est-ce qu'elle est devenue aventurière. Ça change de la version des premiers jeux où on la découvrait déjà au top. J'ai adoré chaque jeu malgré leurs défauts, et j'ai très hâte de voir la suite de la saga. J'ai cru comprendre qu'un nouveau jeu était en préparation, et il y a aussi la série Netflix que j'ai toujours pas vue. Enfin bref, j'ai bien aimé les nouveaux jeux, là je suis en train de bien kiffer les remasters, et j'ai hâte de voir la suite.